Merci Jacques Attali d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. J'apprécie tout particulièrement que vous nous ayez rejoints aujourd'hui. L'année dernière, vous nous aviez donné votre accord, vous m'aviez dit je viendrai volontiers, d'autant que je suis en voisin, puisque je suis dans le Vaucluse. Là, vous êtes dans le Vaucluse. On est un peu plus loin, on n'est plus en proximité physique, mais vous êtes avec nous et vous avez tenu à rester fidèle à l'engagement que vous aviez pris, donc j'apprécie. On a beaucoup de choses à se dire ensemble. Votre intervention, évidemment, elle est importante pour nous tous qui sommes présents pour ce colloque DPA. Je voudrais braquer les projecteurs sur votre livre que je dévore avec beaucoup de plaisir, l'histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après. Je vous conseille vraiment, c'est paru chez Fayard, et ça peut être un livre d'été absolument passionnant. Je l'ai commencé. En tout cas, merci. Je voudrais déjà que vous réagissiez, Jacques Attali, avec toute l'expertise que vous avez, toutes les activités que vous avez. On vous lit aussi avec bonheur dans les Échos, avec les papiers de décryptage que vous proposez, à cette thématique que vient de présenter Jean-Pierre Hulot, cette dictature du compromis. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Jacques Attali ? Ça m'évoque d'abord le fait que c'est un oxymore. Si c'est un compromis, c'est pas une dictature, puisque ça suppose qu'on a discuté, qu'on s'est librement ou pas librement, mais en tout cas on a cherché à créer un consensus et qu'on a fixé un compromis. Donc le compromis, c'est a priori le contraire de la dictature, qui est le point de vue d'un seul. Là, c'est une sorte de dictature d'un accord plus ou moins imaginaire entre les uns et les autres. On entend autre chose en même temps. Euh, c'est peut-être la dictature du moins-disant auquel vous pensez, c'est-à-dire de quelque chose qui serait un minimum qui s'imposerait et qui créerait les conditions d'une société qui ne va pas au bout de ce qu'elle pourrait faire. Et si c'est ça, je suis d'accord. Mais le compromis en lui-même est une très bonne chose, dans la mesure où il permet de résulter d'un accord, d'un débat qui permet d'avancer et de créer des conditions de progresser ensemble. Le compromis n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est quand le compromis se fait sans une vision d'ensemble. Et je vais peut-être y revenir dans une seconde, si vous souhaitez que je continue sur cette base. Oui, Euh, volontiers. nos sociétés, dans la crise actuelle, ont eu des réactions très différentes. Certains pays ont dit faisons confiance, avançons, chacun va s'en tirer. D'autres ont dit seul l'État est capable de prendre les bonnes décisions et avançons d'une façon totalement totalitaire. La société française a évolué d'une façon étrange pour moi. D'une part, elle a mis du temps à prendre conscience de la gravité de la crise. Deuxièmement, une fois qu'elle a peut-être pris conscience de la gravité de la crise, elle n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Nous avons en effet cherché des compromis, mais sans vision d'ensemble. Le président de la République a dit au début de cette crise, c'est la guerre. Très bien, mais où est l'économie de guerre? Où est la mobilisation générale qu'il fallait avoir, qu'il aurait fallu avoir, qu'il faut encore avoir pour gagner la guerre? Nulle part. Ça renvoie à quelque chose de très profond dans notre société française. D'abord, à notre rapport au succès. Nous n'aimons pas le succès des autres. Nous ne l'envions pas pour faire mieux qu'eux. Nous l'envions pour détruire le succès des autres. Nous sommes dans une société où le scandale, c'est la richesse, c'est pas la pauvreté, à la différence des pays protestants. Deuxièmement, nous avons une grande faiblesse dans notre société française, c'est que nous sommes collectivement très riches depuis des siècles. Et nous n'avons pas, contrairement à beaucoup de peuples qui ont très bien réussi, la conscience du manque, la conscience du danger, la conscience du risque énorme du déclin. Nous avons une présence agricole très forte, une industrie relativement puissante, des territoires magnifiques, une présence maritime extraordinaire. Nous sommes menacés profondément par le fait que nous n'avons pas conscience des dangers collectifs et individuels qui nous menacent. Et cette absence
aurait pu être comblé dans la crise actuelle, car après tout, cette crise est un danger énorme pour les peuples qui ne sauront pas réagir. C'est un danger, on le voit en termes d'éducation, avec les systèmes éducatifs qui ont été plus que malmenés. C'est un danger avec les systèmes de santé qui ont été au bord de l'implosion. C'est un danger avec une industrie qui s'est révélée très insuffisante par rapport à nos besoins. C'est un danger aussi par le fait qu'on a cru que la meilleure façon de cacher le manque, c'est d'augmenter la dette. On n'a pas les ressources, donc on fait semblant de les avoir. Et au lieu de vivre au crochet de nos enfants, nous vivons maintenant au crochet de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants, pour ne pas affronter le manque. Et c'est pourquoi vous avez à juste titre évoqué aussi le concept de défiance. Chacun se méfie de l'autre. Parce que nous n'avons pas été capables de prendre conscience ensemble des manques et de proposer une réponse collective. Certains y apportent des réponses individuelles. Certains trouvent, et c'est extraordinaire dans la société française comme ailleurs, de voir l'extraordinaire floraison de start-up, d'ONG, de choses formidables qui ont été faites dans cette crise. On a vu des gens des quartiers venir à Paris nourrir les sans-abri. On a vu des start-up technologiques extraordinaires se développer. On a vu des initiatives formidables. On a vu des gens, médecins, enseignants, fonctionnaires, de toute nature, faire des choses extraordinaires. Mais collectivement, non. Or, cette crise est une occasion extraordinaire de se rendre compte de nos manques et d'y répondre. C'est quoi nos manques? Bien, c'est que nous sommes très faibles, pas seulement nous en France, mais très généralement en Europe, dans les secteurs clés de l'avenir. Et nous sommes relativement très bons dans les secteurs complètement dépassés par la crise actuelle. Les secteurs que vous Les appelez les secteurs, secteurs de l'économie de la vie, Jacques Attali, qui vous tiennent à ça c'est les cœur. bons secteurs. Les secteurs dépassés, c'est ce qu'on pourrait appeler par antiphrase les secteurs de l'économie de la mort. Ce sont tous les secteurs qui sont de près ou de loin liés à l'énergie fossile et de près ou de loin liés à d'autres poisons qui sont évidemment le tabac, mais aussi le sucre, les sucres artificiels. Or, une grande partie de notre alimentation est liée à ça, une grande partie de notre agriculture est liée à ça, une grande partie de notre industrie automobile, aérienne et autres est liée à cela. Le textile, le tourisme, l'ensemble de l'emballage, l'ensemble de l'industrie chimique forment ces secteurs qu'on peut appeler les secteurs de l'économie de la mort, qui représentent, quand tu regardes bien, plus de 60% du PIB. Alors que les secteurs de l'économie de la vie, qui nous manquent terriblement, c'est-à-dire la santé, le matériel médical, l'hygiène, l'agriculture saine, l'alimentation saine, l'éducation, la recherche, le digital, la distribution, la logistique, la sécurité, la démocratie, les médias, la démocratie, l'ensemble de ce qui permet à cela de fonctionner, c'est-à-dire la financement spéculatif et les assurances, forment au total 40% du PIB. Il y a donc un projet magnifique qui est de dire réorientons nos économies françaises et européennes vers l'économie de la vie. N'investissons que dans ces secteurs. Aidons les secteurs de l'économie de la mort à se transformer. C'est passionnant. On voit des grandes entreprises d'ailleurs en train de le faire dans les énergies fossiles ou dans les autres secteurs. Mais il faut le faire à marche forcée. Pourquoi n'a-t-on pas été encore capable d'utiliser nos entreprises, nos chercheurs qui ont pendant un an été à l'arrêt dans les entreprises automobiles ou aéronautiques pour évoluer et se diriger, ce qu'ils font maintenant, mais avec 1 an et demi de retard, vers les recherches nouvelles, des EdTech, des HealthTech et de tout ce qui va être nécessaire. Pourquoi sommes-nous dans une société de dictature du compromis? Parce qu'on n'a pas de projet global, pas de vision. Un compromis qui serait simplement une façon de mettre en œuvre un projet global, ça a du sens. Parce qu'à un moment, il faut savoir où on alloue les ressources, mais ça n'a de sens positif
que si ça s'inscrit dans un projet global qui n'existe pas. Et le chacun pour soi, dans une société de ce genre, conduit au pire, conduit à non seulement à la fragmentation à laquelle on assiste aujourd'hui, à la concurrence des idéologies et des fanatismes, mais à la fuite de l'ensemble de ceux qui comprennent qu'il y a un potentiel énorme et qui vont ailleurs pour le faire. On le voit aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit dans les pays d'Asie, où il y a, toute proportion gardée, une meilleure conscience de ce qu'il faut faire. On n'investit pas juste pour colmater les brèches ou pour camoufler les difficultés. On ne crée pas des passagers clandestins d'une croissance artificielle et imaginaire. On investit dans les secteurs qui conviennent. Et on n'aide pas à la survie des secteurs condamnés sans les aider à se réorienter. Alors, par rapport à tout ça, vous nous disiez il faut le faire à marche forcée. Alors vous êtes devant un parterre de chefs d'entreprise, de grands directeurs et directrices des ressources humaines. Pas évident hein, quand on voit que les liens au travail ont changé, que l'envie de revenir travailler dans les conditions d'avant n'est pas forcément très acceptée. Comment on embarque dans ce projet commun, sachant que moi je suis moitié espagnol, je vois ce que vous dites quand vous dites on n'a pas souffert en France depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas en Espagne, il y a la dictature il n'y a pas si longtemps, où on voit que le collectif fonctionne bien là-bas, il y a un vrai respect, alors que nous, vous l'avez dit, on est atomisé. Message aux chefs d'entreprise et aux grands dirigeants des ressources humaines, Jacques Attali. Il faut donner du sens, évidemment. Aujourd'hui, le désir de revenir travailler dans des entreprises comme avant est remis en cause. Beaucoup de gens ne veulent pas revenir parce que l'entreprise, ils l'ont vu, est un lieu aliénant, il n'a pas de sens de projet collectif et qu'après tout, ils sont très bien chez eux. Au point même, on le voit, de batailles ou d'entreprises qui sont en train d'abandonner la demande de retour. Il y a beaucoup de grandes entreprises américaines ou anglaises qui ont dit maintenant, ou japonaises qui ont dit restez chez nous pendant un an. Parce qu'ils Même renoncent. Stellantis avec Carlos Tavares qui Voilà, dit télétravail pour voilà, tous, hein, presque. Hein. voilà. Ce qui n'est pas possible dans les usines, bien sûr. Euh, mais en même temps, c'est évidemment rompre l'appartenance à la société. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise durable si les gens n'ont pas une participation véritablement physique. Vous perdez le point essentiel d'une entreprise qui est la machine à café, où les gens se rencontrent sans avoir de raison de se rencontrer et créent des ressources, des idées nouvelles. Et donc, pour qu'une entreprise retrouve le désir, soit d'avoir ses collaborateurs, soit elle fera ce que beaucoup vont être obligés de faire, des augmentations de salaire significatives en échange du retour, soit apporter des choses nouvelles, soit des conditions de travail bien meilleures. Et je pense d'ailleurs que de ce point de vue, l'industrie du tourisme a vocation à devenir une industrie de l'hospitalité, que beaucoup de changements dans les lieux de travail vont devoir imiter ce qui se passe dans les hôtels. Les lieux de travail devront ressembler de plus en plus à l'hospitalité des hôtels. Et plus encore, donner du sens. Si travailler dans une entreprise, c'est aussi travailler dans l'intérêt de l'économie de la vie, pour l'environnement. J'ai évidemment pas cité tout à l'heure l'évidence, c'est-à-dire que les énergies propres font partie de l'économie de la vie. Euh, le, le, Si une entreprise peut dire je suis une entreprise qui travaille dans l'économie de la vie, elle va recréer une fierté de ses collaborateurs qui auront envie de rester. Sinon, on aura en France, à quoi on assiste aux États-Unis, ou déjà dans certains secteurs en France, ce qu'on appelle en anglais the Great Resignation, la grande démission, avec des gens qui quittent massivement les entreprises et des grandes difficultés à les faire retourner. Le salaire ne suffira pas. Il pourra être nécessaire, évidemment, dans bien des cas. Il pourra d'ailleurs, à cette occasion, déclencher l'inflation que tout le monde craint. Mais ça n'a de sens véritable que si, justement, on crée les conditions d'une cohérence autour d'une vision, tant dans l'entreprise que dans la collectivité nationale.
On le voit, vision, donner du sens, donner envie aux personnes. Et on le voit d'ailleurs dans les études qui sont faites, comme vous le disiez à l'instant, Jacques Attali, le salaire n'est plus la motivation première pour venir travailler et pour s'engager, mais c'est bien plus le projet, le sens, la vision. Et puis aussi le leader, hein, le leader qui va embarquer tout le monde. Quid du leader, de sa posture et de ce que cette séquence Covid a changé? Le leader doit être capable de proposer une vision. Pour moi, une entreprise qui n'est pas capable de dire voilà ce que je serai en 2030, ça m'inquiète. Il faut qu'elle soit capable de le dire, le leader doit être capable de le dire, quitte à construire la vision 2030 de son entreprise avec des experts extérieurs et avec évidemment son comité de direction et les jeunes, parce qu'après tout, lui ne sera peut-être plus là en 2030, mais il y a des jeunes haut potentiel dans l'entreprise qui seront encore là dans 2030 et qui devront participer à ce projet. Mais une entreprise qui n'est pas capable d'élaborer sa vision, un chef qui n'est pas capable d'élaborer une vision, l'analyse des menaces, l'analyse des manques, euh, des scénarios même de science-fiction de ce qui peut lui arriver. Après tout, la réalité est bien plus imaginative que les romans. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la science-fiction, que je crois être une dimension essentielle de la prospective, les romans de science-fiction, parce que la réalité y est souvent comparable. Et donc, le bon critère pour moi d'un chef, c'est quelqu'un qui est capable de définir collectivement, avec un bon compromis, une vision 2030 à l'heure où nous parlons, puisque nous sommes en 2021, je parle de 2030, pas moins, mais pas plus, et de la faire partager et d'en déduire des plans à 5 ans, des budgets annuels. Jacques Attali, je parlais tout à l'heure de votre livre sur les médias, cette histoire des médias. Il y a quand même des perturbateurs, tous ces réseaux sociaux qui sont arrivés, alors perturbateurs et puis aussi titilleurs au bon sens du terme, qui alimentent le débat. Votre regard par rapport au rôle des médias, on entre dans une séquence présidentielle où on est en train de se chamailler sur des histoires de casting et non pas de projet comme vous l'évoquez à l'instant. Qu'est-ce que ça vous inspire? On voit que le référendum sur le climat a été purement et simplement oublié. Regard par rapport à ces questions de l'économie de la vie, des médias et puis des politiques. Sur les médias, je pense qu'il y a une mutation gigantesque qui est en cours, où les médias papier quotidiens vont progressivement disparaître, en tout cas en Occident, et où les médias vont devenir un ensemble médias numériques, euh, audio et sonore, les trois à la fois. Et dans 15 ans, j'essaie d'expliquer ça dans mon livre, on aura aussi quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le lien qui se fait entre médias et jeux vidéo, qui bascule vers l'hologramme, la 3D et l'hologramme. Si nous nous revoyons dans 10 ans, je serai avec vous, soit physiquement, soit sous forme d'hologramme. J'ai d'ailleurs, la semaine dernière, donné une conférence à Séoul en hologramme depuis Paris. Donc ça va aller très très vite. Donc là, il y a une mutation absolument gigantesque qui va d'ailleurs poser la question du rapport à la vérité, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont un service public. Il ne faut pas les condamner, il faut simplement les gérer comme des services publics, c'est-à-dire leur imposer quelques règles, de même pour les GAFAM qui les animent pour l'essentiel. Pour ce qui est de ce qui va se passer en France, vous avez raison, on est dans un concours de personnes et pas de projets. Pour ma part, pour une nouvelle fois, comme je l'ai fait à plusieurs reprises avant les élections présidentielles et législatives, je suis en train de préparer avec un groupe transpartisan d'experts de haut niveau, après avoir auditionné et en auditionnant énormément de personnalités publiques, privées, de la société civile, des entreprises, un programme présidentiel qui sera mis à la disposition de tous les candidats pour faire en sorte qu'on parle enfin des réformes nécessaires et pas seulement des gens. Ce programme sera prêt et publié au mois de novembre. Dernière question, Jacques Attali. Le compromis, cette dictature du compromis dont on va parler durant ces 2 journées, c'est vous qui ouvrez notre colloque DP1 du groupe IGS. Est-ce que c'est du compromis? Est-ce que c'est la transgression? Distinguo entre les deux. Le compromis est nécessaire s'il est une des conditions de la mise en œuvre d'une vision à long terme. Mais la vision à long terme est transgressive parce qu'elle suppose quelque chose qui n'est pas pensé d'abord. Donc, il faut mettre un compromis au service de la transgression.
La transgression pour le projet, le compromis pour les conditions de sa mise en œuvre. Le message est passé. Question dans l'assistance pour Jacques Attali, qui a une première question à poser à notre invité avant qu'il ne nous quitte. Qui veut ouvrir les débats et poser la première question par rapport à cette thématique? Est-ce que M. Serre, M. Garrigue ont envie de poser une question? Les membres du comité de pilotage aussi? Peut-être aussi, si, on a des... Alors c'est toujours compliqué, la première question a du mal à arriver. C'est le matin. Monsieur le ministre, Gilles de Robien, peut-être une question? On passe tout de suite à la seconde. Qui veut poser une question? Allez, voilà. Pour vous, Jacques Attali. Alors merci de vous présenter à chaque fois que vous posez une question et on vous écoute. Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS. Une question, Jacques Attali, vous parlez de la transgression sur le long terme. Jusqu'où peut aller cette transgression selon vous? Et quelles sont les lignes de fuite, hein, comme au moment de la Renaissance, quelles sont les lignes de fuite que vous voyez en fait quand même être des fils directeurs pour cette transgression? Encore une fois, ça dépend de quel domaine on parle. Si on parle de la vie privée, de la vie de l'entreprise, de l'enseignement. Vous parlez de la vie publique. Dans la vie publique, la transgression, c'est le refus de la routine. C'est le refus de l'enlisement, c'est le refus du déclin, c'est le défi de ce qu'on a appelé en 1940 et qui pourrait s'appliquer aujourd'hui, l'étrange défaite, c'est-à-dire l'acceptation lente, inconsciente, hypocrite et lâche du déclin. Or, la France est en train de décliner. Sur tous les critères. Si nous n'étions pas dans l'euro, nous serions l'Argentine en termes de balance des paiements. Si on regarde nos classements PISA, on décline massivement. Si on regarde notre agriculture qui était exportatrice, elle est importatrice. Donc nous sommes en train de décliner et nous le cachons avec la dette. C'est-à-dire que nous créons pour notre illusion présente le malheur de nos petits-enfants. En dehors de ce que nous faisons, ne faisant rien de suffisant en matière climatique à l'échelle planétaire. Donc transgresser, c'est affronter cela et faire le nécessaire. Et savoir que ce qu'on fait dans l'intérêt de nos petits-enfants, c'est bon pour nous. Parce que tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui sont dans cette salle ou qui nous écoutent, ont intérêt à ce que nos petits-enfants soient heureux. Parce que ce sont nos petits-enfants qui seront les médecins, les professeurs, les ingénieurs, les électriciens, les cuisiniers, les plombiers, dont nous aurons, nous vivants d'aujourd'hui, besoin dans 20 ou 30 ans. Une deuxième question pour vous, Jacques Attali. On vous écoute. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, Gontran Lejeune, groupe BDO. Vous parliez d'une culture de personnes et non pas de projets. Pour autant, Monsieur Attali, on voit aujourd'hui que le monde s'organise de manière différente. Je pense notamment à la blockchain, finalement avec une remise en cause très profonde des tiers de confiance que sont les banques, les assureurs. Quelle est votre vision par rapport à ça? Merci. Ça, c'est une évolution inévitable qu'on pouvait prévoir et que j'étais parmi beaucoup d'autres en situation de prévoir il y a déjà 20 ans, à savoir que les États et les grandes structures se bénéficient de technologies de relations individuelles. Et c'est un grand avantage puisque ça crée des relations de confiance de haute technologie, mais ça a des inconvénients énormes si la collectivité nationale ne s'en saisit pas. Toute la bataille qui a lieu aujourd'hui en particulier sur les cryptocurrencies, entre les cryptocurrencies privées et les cryptocurrencies créées par les banques centrales. Ces technologies sont utiles d'abord pour créer les conditions de relations a-étatiques. Ce qui est à la fois très, très souhaitable, mais en même temps extrêmement dangereux quand elles menacent la cohésion d'une collectivité nationale. Et donc, il est très important que les collectivités nationales, les gouvernements, les banques centrales comprennent ces technologies et sachent les mettre en œuvre. Si nous ne voulons pas devenir une collection de 8 milliards d'individus anonymes sans lien les uns avec les autres, ce que ces technologies pourraient préparer si on y prend garde. Dernière question avec vous. Merci de vous présenter.
Alors, le micro ne fonctionne pas, on va vous l'allumer. Voilà, il est allumé. Bonjour, voilà. Sylvia Di Pasquale, cadre emploi Groupe Figaro. Monsieur Attali, je voudrais savoir quel métier est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous aviez 20 ans, et est-ce que votre choix résulterait d'un compromis? D'abord, merci de cette question. Je crois que la grande différence avec les siècles passés, je dirais les millénaires passés, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois à l'école, on ne doit pas apprendre les métiers qui existent. Parce que la quasi-totalité des métiers qui existent aujourd'hui auront disparu et on n'enseigne plus, on ne doit plus enseigner pour préparer à des métiers. On doit apprendre à apprendre. Et donc, si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'essaierais de cultiver la seule qualité qui compte, c'est-à-dire la volonté, la niaque, la curiosité, chez moi et chez les autres. Et j'essaierais d'apprendre tout ce que je crois être les technologies les plus variées qui pourront être utiles dans l'avenir, qui sont pour moi le digital, bien sûr, mais il est déjà largement dépassé. Ça existe depuis 1950, c'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, qui est elle aussi majeure mais présente, mais aussi les biotechnologies, les nanotechnologies, les neurosciences et tous les métiers qui vont avec, le biomimétisme, qui à mon avis est un très grand secteur d'avenir, et je resterai disponible et j'apprendrai surtout à changer sans cesse de compétences parce que je crois que nous allons entrer dans un moment où il faudra aller à l'école toute sa vie, en permanence, d'où l'importance de la niaque et de la curiosité, qui sont les conditions de la survie individuelle, mais qui supposent, et ça renvoie à ce que je disais au commencement, la peur du manque. Si vous avez le sentiment que tout va bien, que rien ne va manquer, que vous allez vous contenter d'une vie de situation de rente, vous êtes perdu. Dans une Il toute faut avoir dernière. peur du manque. Voilà, peur du manque, la niaque, l'agilité. Toute dernière question, Oui. très courte. Allô, Et on vous laisse ensuite, Jacques Attali. C'est possible. Yvan Règle, délégué général du groupe IGS et président de Préponia, son centre de recherche. Monsieur Attali, quand j'entends transgression, je ne peux pas m'empêcher de penser à un coup d'État quelque part. C'est le 18 juin 40, là, on met quand même en cause l'État. Président de la France, c'est les 18 primaires, c'est César qui franchit le Rubicon, il y a toujours quelque chose qui est une remise en cause brutale des faits. Est-ce que c'est tout à fait conforme à ce que vous appelez la transgression, ou est-ce qu'il faut la définir autrement que le rapport de force? Merci. Dans la société française, on est confronté à une situation très particulière. Si on regarde dans l'histoire les pays qui ont le mieux réussi, ce sont les pays dont la ville principale est un port. A priori, je suis loin de votre question, mais pas du tout. Pourquoi les pays qui ont le mieux réussi sont un port? Fernand Braudel a montré que la liste des villes centrales du monde, dans l'ordre Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, puis Boston et New York, et après, sont des ports. Paris n'a jamais été. Pourquoi? Parce que les ports sont le lieu de recevoir, où on reçoit des idées en permanence, on reçoit des gens en permanence, et où on transporte des choses vers l'extérieur en permanence. Et donc, on prend l'habitude de transformation permanente. La société française, qui a choisi d'avoir comme capitale une ville placée au milieu de nulle part, où vous êtes en ce moment, a choisi de rester une société agricole alors qu'elle aurait pu être une société maritime, puisqu'elle a le deuxième domaine maritime. La capitale française devrait être au Havre, pas à Paris. Et c'est un choix qu'on a fait au XVIe siècle, que n'ont pas fait les autres, encore une fois. Et ayant choisi d'être une nation rurale, on a choisi de préférer le retour du même. Les paysans veulent le retour des saisons, le retour de la pluie, le retour des récoltes. Et le retour du même, ça veut dire qu'on reste en permanence dans la situation où nous sommes. Ça veut dire qu'on refuse les réformes. Mais à un moment, il y a tellement de réformes autour de nous, tellement de changements, tellement de bouleversements, que l'accumulation des réformes non faites crée des révolutions. Et c'est pourquoi on a connu en France peu de réformes et beaucoup de révolutions. Et si j'ose dire, depuis 1945, on a connu 3 révolutions, 45, 58 et 80. Plus rien depuis 80. Et donc, en effet, tout s'accumule pour qu'en France, pour le meilleur ou pour le pire, une nouvelle situation transgressive arrive,
j'espère évidemment démocratique, j'espère pour le mieux, j'espère non régressive, et ça pourrait l'être aussi, si elle est dans l'illusion de la nostalgie du retour à une puissance ou à une pureté ethnique totalement imaginaire, euh, oui, s'accumulent les conditions pour un moment transgressif que j'espère le plus démocratique possible, qui Jacques Attali, supposerait pour l'être une lucidité. un grand merci de nous avoir permis, je vais jouer de la métaphore du bateau, dans cette navigation entre les idées, la passion et la connaissance. Un grand merci. On est très heureux de vous avoir eu avec nous et on vous souhaite un très bel été du côté du Comtat venessin du département de Vaucluse. À très bientôt, Jacques. À bientôt. Merci à vous. Bon été. Voilà.